Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons de la Chine et de l'Afrique. Plus d'une douzaine de dirigeants africains attendus au FOCAC. Le FOCAC qui est ce forum sur la coopération entre l'Afrique et la Chine. Un sommet qui se tiendra du 4 au 6 septembre en Chine. Justement, une douzaine de dirigeants africains sont attendus. Il s'agit entre autres du Sénégal, de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine, du Gabon, de Madagascar, du Togo, du Cameroun, du Congo, du Ghana, du Nigeria, du Kenya, qui normalement doivent participer. Les présidents de ces pays doivent y participer. Pour la Côte d'Ivoire, ce sera le vice-président qui sera envoyé. Peut-être que d'autres pays vont également s'ajouter donc à cette liste pour participer donc à cette édition du FOCAC qui se tient, comme je l'ai dit, en septembre prochain en Chine. La Chine, à travers ce forum, essaie de renforcer ses liens de coopération et d'amitié avec les pays africains. Le thème de cette année, s'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Firmin Teko Agbo. La Chine rassemble une douzaine de dirigeants africains ce mois de septembre, du 4 au 6, pour parler de coopération entre le continent et la Chine. La Chine fait du business. Ce n'est pas une rencontre, ce n'est pas une première du genre parce que ça a commencé depuis 2000. Et la Chine sait comment faire du business. La Chine, il y a une chose que j'apprécie chez la Chine, c'est qu'elle sait miser sur... elle sait, elle veut savoir. S-A-I-T. Elle sait miser sur sa population, sur ses ressources humaines. Plus d'1 milliard d'habitants. La Chine a compris qu'avec ces milliards d'habitants, il faut mettre tout le monde au travail, il faut du sérieux. Et il faut mettre un accent sur l'éducation. Et maintenant, il faut commencer par chercher des débouchés. Maintenant, comment elle a commencé, elle envoie ses enfants en Occident, se fait former, et venez, et revenez, on construit la Chine. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et maintenant, les débouchés en Afrique, on voit qui a besoin des autoroutes, qui a besoin des chemins de fer, qui a besoin des stades, on peut facilement vous les offrir. Qui a besoin des PC, on peut facilement vous les offrir. Donc la Chine fait du business. Elle fait du business avec l'Afrique, elle fait du business avec les États-Unis, elle fait du business avec l'Europe. L'investissement chinois en Afrique, ça s'élève à plus de 74 milliards de dollars par an. Bon, c'est presque la même chose en Europe et aux États-Unis. Mais en réalité, qui tire le plus gros bénéfice? Moi, je pense que c'est la Chine. Parce que vous voyez aujourd'hui beaucoup d'Africains qui vont en Chine, qui vont s'acheter des ordinateurs, du vestimentaire pour venir les revendre ici. Vous voyez les Chinois qui viennent ici. Mais je pense que ce sont les Chinois qui tirent le plus gros des bénéfices. Mais est-ce que ça permet à l'Afrique d'évoluer? Moi, je ne pense pas. Les Chinois misent sur leurs ressources humaines. Nous, on n'arrive pas à miser sur nos ressources humaines. On a plus d'1 milliard d'habitants aussi. C'est comme deux continents qui se rencontrent, deux continents qui s'affrontent, mais nous, on n'arrive toujours pas à s'en sortir. Et on croit qu'avec ça, ça nous permet de nous développer. Moi, je pense que ça ne peut pas nous permettre de nous développer. Parce que les Chinois savent là où ils sont en train d'aller. Mais nous, on ne sait pas encore là où on est en train d'aller. Pourquoi ne pas s'inspirer un peu de la politique chinoise qui, arrive à un moment donné, a compris que le savoir est quelque part, il faut aller le chercher et venir l'implémenter chez soi. Donc aujourd'hui, moi, je me demande si nos chefs d'État ne peuvent pas se dire, en réalité, faisons comme les Chinois, où on a ce partenariat. Vous savez, Chinois, donc... Vous, ce qu'on va faire avec vous, nous allons faire la même pratique que vous avez fait peut-être au XXe siècle avec le reste du monde ou avec l'Occident. Nous vous envoyons dans quel domaine? On prend domaine agricole, on prend domaine industriel, domaine informatique. Nous vous envoyons nos enfants, vous les faites pendant 4 ans. Ce qu'ils vont apprendre chez vous, alors ils viennent sur notre territoire et ils reprennent la même chose. C'est après de cela qu'on va construire des laboratoires, on va construire de grosses industries, on va construire de grosses usines. Vous allez maintenant dans l'espace. Nous aussi, on veut aller dans l'espace. Donc, ça nous permet de créer de l'emploi, ça nous permet de créer de la richesse, ça nous permet de revoir notre savoir. Mais on n'arrive pas à faire ça. Et puis, on va se rencontrer peut-être quelques jours et on va revenir, on va croire que quelque chose a changé. Rien n'a changé. Rien n'a pratiquement changé. La Chine, ça ne peut pas nous permettre de nous développer. Et c'est elle qui tire le plus gros des bénéfices. Regardez, la deuxième chose que je voudrais faire observer, nous sommes en train de dire qu'avec les BRICS, le monde est en train... Bien sûr, la carte du monde, la carte géopolitique du monde, ça a changé, ça a muté. Mais ça ne peut pas profiter à l'Afrique. Regardez, les BRICS, le poids de leur économie, c'est combien dans l'économie mondiale? À peine 25%. Mais de l'autre côté, au niveau de l'Occident, Europe, États-Unis, c'est plus de 70%. Vous imaginez? Alors, Europe, États-Unis, c'est 800 millions d'habitants. Vous imaginez? Les BRICS, 25% dans l'économie mondiale, mais ils ont plus de 3 milliards
3 milliards comme nombre d'habitants. Regardez par exemple, qu'est-ce que ces BRICS-là, qu'est-ce que ces Chinois-là peuvent véritablement nous apporter pour nous permettre de nous développer ou de nous relancer sur le plan économique. C'est à partir de ce moment qu'il faudra commencer par réfléchir. Sinon, ce qu'on va faire, ce que nos chefs d'État vont aller faire en Chine, c'est la même chose qu'on fait depuis 2000, mais rien pratiquement nous permet d'évoluer, rien ne nous permet de décoller sur le plan économique, de décoller sur le plan industriel. Ça ne nous aidera pas forcément. Les entreprises chinoises, on les a partout. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir la China Mall. Quand vous venez au Togo, vous voyez la China Mall. Mais les Chinois savent comment faire développer leur économie. Nous, on n'arrive toujours pas à s'en sortir parce qu'on ne veut pas s'inspirer de ce système économique chinois. Alors, c'est une bonne occasion peut-être pour les pays africains d'apprendre de la Chine. Oui, non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça fait 24 ans qu'on fait la même chose. Mais si on apprend réellement de la Chine, moi je ne pense pas. Et quel serait le bon mécanisme? Alors le bon mécanisme, c'est de cibler un certain nombre de domaines. Le bon mécanisme, c'est la formation. On a des ressources, on a tout. On a toutes les ressources du monde. La RDC, c'est 65% des richesses mondiales. Mais on n'arrive à rien faire. On parle juste de coup d'État. Regardez le Togo. Vous avez tout ce que le Togo a comme ressources du sous-sol. Vous voyez le Gabon. Vous voyez les autres pays, vous voyez le Congo-Brazzaville, vous voyez la Côte d'Ivoire, vous voyez tout ce que nous avons. Qu'est-ce qu'on en fait? On n'en fait pratiquement rien. La meilleure des choses, c'est d'insister sur la formation. Envoyons nos enfants à se faire former en Chine et maintenant cherchons de l'argent dans ces pays-là pour venir maintenant construire de grosses industries. Ce que nos enfants vont apprendre en Chine, ils vont venir les matérialiser sur le plan, sur le territoire africain. C'est comme ça qu'on construira de grosses industries. C'est comme ça qu'on construira de grosses boîtes comme on en a en Chine. Sinon, aller parler de commerce et tout ça, bon, ça ne nous aidera pas, ça nous aidera pas forcément. Ce que nous allons faire cette année, c'est ce que nous avons fait en 2020 au Sénégal, c'est ce que nous avons fait depuis 2000. Ça ne nous permettra pas véritablement de nous développer parce qu'on n'arrive pas à mener la bonne réflexion qui puisse nous permettre de décoller économiquement. Alors, Justin Anani, une douzaine de dirigeants africains sont attendus au mois de septembre en Chine pour ce FOCAC. Plusieurs pays africains, comme je viens de les citer, vont participer à cette édition pour firmer. C'est juste une nouvelle rencontre comme les autres qui ne permet pas à l'Afrique de se développer. Quel serait le bon moyen pour permettre à l'Afrique, qu'en participant à ce FOCAC, qu'on puisse revenir avec de nouvelles choses? Je pense que c'est une question de volonté. C'est une question de volonté parce que là, c'est tout un continent, entre guillemets, qui se déplace vers la Chine. Parce que la place qu'occupe aujourd'hui la Chine au plan international est tellement énorme. Et on dirait même la première puissance économique par rapport à ce que la Chine a aujourd'hui en matière d'avantages. Maintenant, si véritablement l'Afrique devrait décoller, il y a quand même un certain nombre de critères sur lesquels on doit se baser. Malheureusement, on n'en voit pas. Et parmi ces pays qui se déplacent, combien sont ces dirigeants qui ont véritablement une vision, ne serait-ce qu'en matière agricole? C'est ce continent qui est affamé, c'est ce continent que le Japon et l'Inde donnent de la nourriture. Maintenant, l'autre combat qui se joue, c'est au niveau également au niveau du commerce. Donc, lorsque vous prenez les relations stratégiques géoéconomiques aujourd'hui, vous allez voir que l'enjeu, ce n'est pas seulement au niveau de l'Europe, mais également au niveau des États-Unis. Maintenant, la Chine qui est là, qui reconnaît sa force au plan international, ne veut pas se laisser faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il a lieu de faire? Donc, se basant sur les études, la Chine s'est rendue compte que le demain qui est assuré, c'est l'Afrique. Donc, si c'est le demain qui est assuré, c'est l'Afrique, il va falloir maintenant se baser sur l'Afrique pour avoir énormément de potentialité. Non seulement la Chine est en avant, mais se basant également sur l'Afrique, certainement que la Chine va en avoir plus. Vous allez voir que la plupart des produits qui arrivent chez nous en termes de concurrence ou de comparaison de prix de vente par rapport aux produits qui arrivent des États-Unis ou de l'Europe, vous les analysez, c'est le jour et la nuit. Ça veut dire que la plupart des produits qui arrivent sur le continent en Afrique sont moins chers par rapport à ces produits-là qui viennent de l'Europe et des États-Unis d'Amérique. Maintenant, sur
les dimensions qui font partie des enjeux aujourd'hui, en dehors de ce volet économique, il y a aussi le volet politique qu'il ne faut pas quand même négliger. La position de la Chine aujourd'hui qui pense que ses relations avec, qu'on appelle la Russie, ses relations avec certaines puissances vis-à-vis également des USA, il est lui également de s'appuyer sur un certain nombre de pays. Et surtout que l'Afrique est toujours le dernier continent qui est à la traîne. La position de la Chine aujourd'hui qui avance que Taïwan fait partie de ces provinces et qui n'exclut pas l'intention d'aller annexer comme on appelle le Taïwan, alors qu'aujourd'hui, les États-Unis prennent position pour soutenir également. Vous voyez ce qui se passe également dans la géopolitique. Quand vous prenez par exemple un pays comme la Corée du Sud par rapport à la Corée du Nord, la position du Japon aujourd'hui par rapport à la position de l'Inde. Donc, c'est tout un grand enjeu qui se joue au niveau des puissances, mais l'Afrique est en retard. Donc, comment faire maintenant pour tirer d'affaires éventuellement au niveau de l'Afrique? Je pense que c'est dans ce sens-là. Mais ce que moi, je déplore, comme Philomène venait de le dire, ça fait 4 ans que cette initiative est prise et les démarches sont en cours, les rencontres s'organisent, mais au finish, on ne tire pas tellement de conclusions viables pour les États ou les populations. Ce sont les Africains qui quittent leur pays pour aller se faire tuer dans la mer de l'autre côté au niveau de la Méditerranée. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement le Premier ministre espagnol est en Afrique pour sensibiliser sur l'immigration clandestine qui ne fait pas honneur au continent. Je pense que les présidents africains ou les chefs d'État africains doivent quand même réfléchir 1000 fois. L'essentiel n'est pas seulement d'aller et assister à une rencontre qui va durer peut-être 2 ou 3 jours en Chine, mais en dehors de ce forum-là, il faut véritablement penser aux questions de développement, aux questions du développement également de l'être africain, notamment qu'il y a eu, surtout qu'aujourd'hui, il y a une jeunesse qui est là, qui est à la traîne, qui ne sait pas quoi faire. Et le Togo n'est pas le seul. Pratiquement les pays que vous venez de citer, vous allez dans ces pays-là, les difficultés sont énormes. Comment faire pour sortir d'affaires? Je pense que c'est en ce moment-là qu'il faut réfléchir. Et cette discussion-là, je ne pense pas qu'il faut se déplacer forcément pour aller en Chine avant de les mener. Quand on est sur le continent, on a connu des rencontres entre États. Je pense que lorsqu'on a véritablement de vision pour son pays, on doit y penser et penser à ce que l'Afrique aujourd'hui parle d'une seule voix. C'était un rêve des États-Unis d'Afrique. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et chaque fois, soit c'est la Russie qui rassemble les pays africains, soit c'est la France qui rassemble les pays africains, ou c'est la Chine qui rassemble. Et surtout que la première puissance également qui est là, qui est les États-Unis d'Amérique, n'a pas encore dit son dernier mot. Donc c'est tout un combat qui se joue et l'Afrique est toujours à la traîne. Je pense qu'il revient aux dirigeants maintenant de réfléchir 1000 et 1000 fois pour sortir d'affaires. Kokuvi Abaïli Abassa, une nouvelle édition du FOCAC qui se prépare. Ce sera pour le mois de septembre. 12 pays africains au moins vont être représentés par les dirigeants à ce sommet. Et que dire de cette rencontre qui s'annonce? Une rencontre économique, il faut le dire, mais d'un enjeu beaucoup plus diplomatique. Et pour parler de la Chine en Afrique, il faut reconnaître que depuis que la Chine, aux années 1960-1963, a commencé par s'imposer en Afrique, cette Chine a étudié le continent africain, a étudié la façon dont les dirigeants fonctionnent en Afrique, et la Chine a étudié la façon dont les autres puissances interviennent en Afrique. La Chine a pris son temps de se construire, et maintenant veut exposer, veut exporter ses biens, veut partager ses meilleures manières de faire avec les autres, mais profiter beaucoup plus au niveau des autres continents qui sont vierges ou les autres pays qui n'ont pas encore fait assez pour le développement. C'est pour cela qu'en 2000, ils ont lancé le projet FOCAC. Et là, c'était le 10 au 12 octobre 2000. C'est la base. Et cette rencontre a permis à la Chine de mieux conquérir les dirigeants africains, les secteurs qui dirigent l'Afrique, jusqu'à ce qu'en 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'extérieur avec l'Afrique. Depuis 2009. Et depuis 2009 jusqu'alors, si vous voyez les réalisations de la Chine en Afrique, qui profitent à la Chine, mais aussi aux Africains, d'une manière ou d'une autre, la Chine a essayé de s'imposer
vous pouvez imaginer par exemple que certains pays de l'Occident négocient ou bien nous prêtent de l'argent à des taux élevés, mais la Chine vient, la Chine vous prête moins. Vous ne pouvez qu'aller vers la Chine. Donc cela veut dire que la Chine a étudié le terrain, la Chine est en train d'exécuter son plan. Et vous allez voir par exemple le FOCAC de l'année dernière, c'était à Dakar. Ils n'ont pas organisé en Chine. Cela veut dire que bon, quand on a commencé par réclamer que non, nos dirigeants se déplacent en Chine pour aller rencontrer le président, et la Chine même s'est déplacée sur le continent africain pour dire que bon, vous nous critiquez mais nous sommes là. L'immeuble qui abrite l'Union africaine, ça a été construit par la Chine. Donc ce sont des choses quand même que nous ne pouvons pas ignorer dans cette relation entre la Chine et l'Afrique. Donc, vous voyez par exemple en 2023 que l'exportation de la Chine vers l'Afrique a évolué de 7,5%. Et l'importation a évolué de 6,5%. L'échange commercial en 2023 avec l'Afrique, ça a donné 282 milliards de dollars. Ce n'est pas petite affaire. Et votre premier partenaire ne peut pas vous inviter, vous allez refuser. Je suis désolé. La main qui donne s'impose. Donc, ce forum, c'est vrai qu'on peut le voir beaucoup plus sur l'angle d'échange, c'est-à-dire que de donneurs et de récepteurs entre la Chine et l'Afrique. Mais il faut dire quand même que sur d'autres plans, l'Afrique en a profité de cette relation avec la Chine, notamment par rapport aux infrastructures qu'ils ont réalisées pour nous à des coûts un peu moins par rapport aux autres pays. Maintenant, il faut comprendre que la Chine ne cherche pas seulement sur le plan africain l'argent. Exactement. La Chine s'impose aussi pour un enjeu beaucoup plus diplomatique, surtout au niveau de l'ONU. Ok. Surtout au niveau de l'ONU, la Chine, c'est vrai que la Chine a le droit de veto, mais pour s'imposer diplomatiquement, il faut avoir certains pays sous sa boîte. Et vous verrez par exemple que certains pays aujourd'hui, ils se sont endettés tellement vis-à-vis de la Chine que si la Chine leur demande aujourd'hui, bon, nous cessons vos biens, ben, ces pays ne peuvent rien faire. Donc, comme la Chine peut leur demander de voter en sa faveur, par exemple, au niveau de Conseil de sécurité, ou bien au niveau de l'ONU, comme on appelle, le pays ne peut pas dire non. Voilà. Donc c'est un enjeu beaucoup plus au-delà de l'enjeu économique. De l'enjeu économique et à l'enjeu diplomatique qui se cache derrière. Enjeu économique à enjeu diplomatique, mais aussi je viens à vous qui avez un centre de recherche sur la géopolitique internationale. Peut-on parler également d'enjeux géopolitiques quand on sait aujourd'hui que les grandes puissances cherchent à se repositionner sur le continent et voir une Chine qui réorganise ou bien qui organise un sommet, qui invite des dirigeants africains. C'est vrai, ce n'est pas la première fois que la Chine fait cet exercice. Est-ce que cela peut servir également d'occasion de repositionnement géopolitique pour la Chine sur le continent? Oui, mais ce n'est pas aujourd'hui que la Chine a commencé. Moi, il faut tout d'abord dire que ce qui se passe dans le Sahel, doit fortement intéresser la Chine et doit fortement lui faire plaisir. Parce que vous imaginez, quand on dit non à une puissance occidentale et on se dit, bon, on veut être bien avec les BRICS, moi je pense que les BRICS dont la Chine fait partie vont applaudir dès demain. Aujourd'hui, c'est une question d'influence. C'est ça la géopolitique, c'est ça la diplomatie. Il faut s'imposer, il faut avoir assez de pays sous soi. C'est ce que les Occidentaux ont compris et c'est ce que les Chinois et les BRICS sont en train de comprendre aujourd'hui. Il faut conquérir des territoires et les garder pour soi. Nous, on n'a pas encore compris cela. C'est ça qui est dommage. Nous n'avons pas encore compris cela. Nous, on se lance dans des choses comme cela alors que c'est nous qui perdons en réalité. Bien sûr, on a des choses dont on a besoin. On a besoin de stades, on a besoin des villages à électrifier, on a besoin des smartphones. On se lance comme ça, mais on ne réfléchit pas derrière. Mais qu'est-ce qu'on peut en fait on peut avoir derrière? Si vous dites, venez nous construire tel hôpital, venez nous construire telle école, mais pour la Chine, c'est une bonne nouvelle parce que ça va lui permettre de s'imposer dans votre vie. Mais nous, on ne voit pas ça comme ça. Nous, on croit que c'est juste un jeu. Venez, après on va vous payer. Alors que c'est une question d'influence. C'est avec cela, c'est parce que nous permettons à la Chine de venir sur notre territoire qu'elle se permet de s'imposer, de nous imposer un certain nombre de choses. Comment le siège de votre institution la plus emblématique, l'Union africaine, et vous demandez aux Chinois de la construire. Et quand on parle de budget même de l'Union africaine, et la Chine qui a sa part dedans. Ça veut dire en réalité, nous on n'existe presque pas. On n'existe pas.
Notre siège emblématique, la plus grande organisation panafricaine, l'Union africaine, ce sont ces puissances-là qui mettent de l'argent dedans. On est où? On ne sait même pas là où on va. Moi, je veux dire, il y a des gens qui disent que l'Afrique, c'est un continent d'avenir. Oui, c'est vrai. Mais c'est un continent d'avenir, pas pour les Africains, mais pour les Occidentaux et les Chinois. Parce que nous avons encore des terres à cultiver et les Chinois savent qu'il y en a. Nous avons des villages à électrifier, les Chinois le savent. Nous avons des smartphones, nous avons besoin des smartphones. Les Chinois savent que, au moins, à l'Afrique, on va vendre encore des millions de smartphones. Nous avons des aéroports à construire, les Chinois sont là. Nous avons des stades à construire, les Chinois sont là. Vous imaginez, donc ils vont venir prendre, s'accaparer tout le continent et puis on va dire que non, on fait des affaires, on ne fait pas des affaires. On est en train de nous engloutir. Et ça ne peut pas nous permettre de nous imposer. Dans l'histoire du monde, c'est comme je le dis toujours, Aimé Césaire a dit, laissez les peuples noirs entrer sur la grande scène de l'histoire. En réalité, c'est nous-mêmes qui ne nous permettons pas de nous imposer sur la grande scène de l'histoire. Mais Justin a dit quelque chose d'important, la vision. Quelle est la vision de nos chefs d'État? En termes d'influence, en termes de géopolitique, quelle est notre vision? C'est ça qui est la vision de nos chefs d'État. Est-ce qu'un jour, est-ce que nous aussi on arrivera à s'imposer? Moi, c'est la question que je me pose. En tout cas, par exemple, ceux qui se passent dans le Sahel, quand on dit on veut se tourner vers les Chinois, moi, je m'en moque. Parce qu'en réalité, ce n'est pas à nous que ça profite beaucoup plus à ces BRICS-là. Alors, Justin Anani, est-ce une occasion de repositionnement géostratégique ou géopolitique pour la Chine au regard des enjeux actuels de la question, quand on sait qu'à la base, c'était une rencontre avec des ambitions économiques et que finalement, toutes les autres puissances se repositionnent sur le continent? Est-ce que la Chine peut essayer d'exploiter cette occasion à son avantage? Non, la Chine l'essaie depuis, puisque à voir l'évolution du débat politique au plan international aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, vous comprendrez aisément que la Chine se positionne depuis. Maintenant, comment manager à ce que sa position au plan international soit quand même solide? Je pense que c'est la démarche. Comme venait de le dire mon ami, et ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a des bases qui sont posées. La Chine dit, bon, à un moment donné, vous estimez que je suis l'unique pays qui vous invite, pas ma puissance. Maintenant, je me déplace vers vous. Et la Chine s'est déplacée avec autant d'opérateurs économiques, autant de programmes, autant de projets et qui ont été inventés au cours de ce forum-là. Donc, les gens ont compris qu'en réalité, comme Fimé venait de le dire, la Chine est là, mais progressivement, la Chine ne fait pas de bruit. Mais la Chine pose ses pions et la Chine évolue au-delà de ces puissances-là qui se bousculent pour dire, voilà, par rapport à la guerre qui se déroule au niveau de l'Ukraine, voilà ma position, ou voilà l'autre, ma position, où je soutiens l'autre, ou je suis contre l'autre. Mais la Chine est là, enfin, se fondant sur sa force économique, politique et militaire, et progressivement la Chine gagne du terrain en Afrique. Et je pense que ce ne sont pas les États-Unis qui me démentiront. Et quand on voit le positionnement de la Chine vis-à-vis même dans les marchés aux États-Unis, je pense que chacun des pays ou des puissances arrive maintenant à se regarder dans le miroir 1000 fois pour dire quel sera l'avenir. Quand on parle chaque fois que le continent de l'avenir ou le continent où il y aura bien vivre peut-être demain ou après-demain, c'est l'Afrique. Qu'est-ce que les Africains font pour rivaliser d'autres continents? Rien du tout. Plutôt, on cherche peut-être à avoir des relations avec X ou Y. Ces pays-là qui sont dans l'incapacité même d'avoir les ressources financières nécessaires pour payer même les employés sur le budget propre, vont vers la Chine. C'est autant d'éléments qui se jouent au niveau des enjeux, non seulement géoéconomiques, mais géopolitiques ou stratégiques également. La Chine est là. La Chine dit, mais au-delà de tout, comptez également sur moi. Je vous invite, venez. Je chute sur ce plan. Quand vous listez les pays qui sont invités, vous avez trouvé le Maroc dedans? Non. Justement, j'allais évoquer cette question. Vous avez trouvé les pays de l'Afrique du Nord. Voilà. Aucun en tout cas. Voilà, l'Égypte, ça veut dire que ce sont les pays qui, à un moment donné, qui ont une vision, qui sont démarqués, qui sont depuis démarqués de la barque. Mais les pays que vous venez de citer, là, il y a les chefs d'État qui sont là, qui font 5 mandats, 4 mandats, les vieux du Cameroun, autres là, et puis Denis Sassou Nguesso. Mais quelle est la vision aujourd'hui de ces pays-là, malgré les ressources que regorgent ces pays? C'est autant de questionnements qui doivent nous ramener, à la réflexion, pousser la réflexion pour dire, au-delà de ce forum-là, mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour sortir de ce carcan-là dans lequel nous sommes depuis des décennies et on n'arrive pas à émerger. Je pense que le grand enjeu, le débat est là et c'est là où on doit pousser la réflexion.
Kokouvia Baïli Abassa, occasion pour la Chine peut-être de se repositionner au plan géostratégique sur le continent au regard des autres grandes puissances qui le font déjà depuis plusieurs années, selon vous? Oui, comme le dit le prédécesseur, la Chine est déjà là. La Chine s'impose d'une manière ou d'une autre, seulement que la Chine le fait à bas bruit. Ce n'est pas un bruit assourdissant, donc comment on appelle, la Chine dit: je m'insère dans le circuit africain à travers l'économie. Maintenant qu'ils ont fini avec l'économie, ils ont attaqué les partis politiques. Le Parti communiste chinois est en train de signer des partenariats avec les partis politiques puissants en Afrique. C'est juste pour continuer par contrôler les appareils, comment on appelle, l'appareil dirigeant de l'Afrique. La Chine va au-delà. À part le siège qu'on nous a construit, la Chine va au-delà. Maintenant, la Chine a commencé par faire dans l'armement en Afrique. La Chine nous vend des armes. Donc, cela veut dire qu'au niveau de l'armée, la Chine commence par avoir des liens. Maintenant, au niveau de l'ONU, comme je l'ai dit, vous êtes dépendant de quelqu'un. C'est-à-dire que la personne vous demande, voici ce qu'il faut faire, voici la posture que vous allez adopter. Vous pouvez beau dire que vous êtes un pays indépendant, vous avez besoin toujours du partenariat de la Chine. Maintenant, ce qui est beaucoup plus dangereux dans cette relation, c'est que nos ports, nos aéroports, nos routes sont construits par des Chinois avec des accords de PPP. Même nos palais présidentiels. Oui, pour certains palais. Avec des accords PPP. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si la Chine s'énerve, vous n'avez pas pu rembourser, comme on appelle à un moment donné, on bloque votre port, cela veut dire que vous êtes foutu. Le port est sur votre continent, mais ça ne vous appartient pas. Ça est sur votre pays, mais ça ne vous appartient pas. Si on bloque l'aéroport, cela veut dire que bon, vous arrêtez quand même votre voyage. Gestion, voilà, oui, de tout. Tout ce qui concerne le quoi la Chine prend possession. Je vais vous donner un exemple qui fait très mal. Aujourd'hui, à Tchéké que les gens mangent sur le continent africain, ce n'est plus produit totalement en Côte d'Ivoire. C'est beaucoup plus en Chine. Les Chinois étaient venus, ils ont vu que c'est quelque chose de vraiment bien prisé au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils ont acheté les tiges de manioc, ils ont fait des conteneurs pour amener en Chine, pour aller, comme on appelle, produire du manioc. Ils ont produit à Tchéké, ils ont amené le premier jet sur le terrain, ça a marché. L'année qui a suivi en même temps, il y a des chenilles qui ont commencé par détruire des maniocs en Côte d'Ivoire. Donc 3 années successivement, les producteurs d'Attiéké en Côte d'Ivoire avaient eu des difficultés de produire. Mais la porte était totalement ouverte pour la Chine de déverser de Attiéké sur la Côte d'Ivoire. Donc la réexportation, l'exportation même d'Attiéké de la Côte d'Ivoire, c'est une réexportation. C'est-à-dire que ça vient de la Chine et la Côte d'Ivoire réexporte dans les autres pays. Cela veut dire que la Chine a plusieurs manières de s'insérer sur les marchés. Au niveau du Togo et partout ailleurs, vous allez voir certains aspects commerciaux, certains secteurs du commerce qui sont détenus par les Chinois. Mais attention, ne donnez pas trop... ce n'est pas une mauvaise chose de faire du commerce. C'est la manière de faire le commerce qui est un peu décriée à certains niveaux. Mais Chinois très, très, très intelligents, ils essaient quand même de gérer les gens, ils savent quand même manager les gens, ils savent où il faut injecter de l'argent, ils savent où il faut corrompre pour avancer sur le terrain. Donc la Chine essaie quand même, c'est un pays du business. Et un pays du business, c'est beaucoup de choses qui rentrent en jeu, au-delà de la diplomatie, au-delà de l'influence, et il y a l'économie qui est l'élément le plus important pour la Chine. Merci beaucoup. Donc, à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra juste après pour la suite de cette émission.